Bon, rebonjour. Rebonjour, grand plaisir d'être là. Merci à toi. Ayad, ça s'écrit A-I-A-D. Exactement, et pour s'en souvenir, on peut penser à IA, intelligence artificielle. Oh. Le A justement qui est un privatif, Oui. le A qui est un privatif, l'opposé. Et la D, c'est un peu une voile gonflée qui nous permet d'aller vers d'autres horizons en fait. D'accord. Ah ouais, ça commence bien. Donc, Il a été va être dense, réfléchi. ça le va être nom de dense. scène. Comment? Tu as bien réfléchi ton nom de scène. Exactement. c'est pas mal. Message subliminal. Ça veut dire, tu as dit le A privatif Ouais, d'intelligence artificielle. Donc tu n'es pas une intelligence artificielle, tu es une Normalement, intelligence humaine. exactement. Un esprit et Finalement. un cœur connectés. Waouh, un cœur connecté. C'est l'ambition. Ouais. Je note ça. Un cœur connecté. J'ai le cœur connecté pour une future chanson. Ce sera Ça pas peut mal. être Alors, j'ai parcouru tes deux, comment on peut dire, tes deux essais, c'est des recueils de poésie, c'est quoi? En fait, en général, c'est vraiment il y a un héros qui est en gros une version de c'est moi. En fait, c'est un jeune en fait c'est des romans introspectifs, un jeune qui se pose des questions sur la vie, parce que quand on arrive à l'âge adulte autour de 25 ans et qu'on rencontre le monde du travail avec cette dureté du manque de bienveillance, de la hiérarchie et du fait qu'on peut plus suivre son rythme personnel aussi. Et C'est vrai, on peut pas faire la sieste. exactement, on peut pas faire la sieste quand on veut, on peut pas faire ce break de 5 minutes et à la machine à café, on peut pas dire on est obligé de se socialiser même si parfois ça nous intéresse pas trop. Et du coup, comme on n'est pas préparé à ça, moi j'ai cherché moi-même mes solutions en fait. Tu t'es marginalisé. Donc t'as fait la sieste dans les toilettes. Je me suis marginalisé en me mettant à l'écart pour écrire et réfléchir à ma vie, mais pour mieux revenir vers les autres. C'est-à-dire que j'ai réfléchi sur ma vie, j'ai essayé de poser des interrogations que j'avais, et après le fait de les mettre sur écrit, je peux revenir avec les gens et leur dire voilà, moi je ressens ça sur le monde, quel est votre avis? Et du coup, On a eu un invité il y a quelques mois qui avait écrit un livre qui abordait à peu près le même thème, l'enfant intérieur, tu te souviens? Oui, bien sûr. Ouais. C'était. Je m'en souviens. Je m'en souviens plus de son nom, mais je me souviens du. C'est toi qui l'avais amené. Oui, c'était. Je me souviens du titre et du Castillo. Bruno, il va son nom savoir. de famille c'est Castillo et le titre c'était l'enfant intérieur. Il abordait le même sujet. d'accord. Ouais, mais- Bah, du coup, j'irai Enfin, voir. je sais pas si c'est écrit de la même manière. Bah moi mon but c'est vraiment de mettre quand on rentre le soir, on a peu d'énergie, c'est de mettre beaucoup d'humour. On parlait de l'humour avec Patrick. C'est de mettre beaucoup d'humour aussi dans mes romans pour apporter de l'énergie, parce que les mots en fait sont véhiculent à la fois du sens et à la fois de l'énergie. Et donc mon but c'est d'avec une bonne phrase, une bonne blague d'apporter de l'énergie aux gens, et ensuite de l'apporter des réflexions et du sens pour qu'ils se disent ah oui, finalement je peux faire autre chose de ma vie, je suis pas bloqué, et en plus cette personne me donne de l'énergie pour le faire, parce que je trouve qu'il y a rien de pire C'est que un peu ce donner que fait Patrick aussi. sur Avec une bonne blague, tu donnes de l'énergie pour aborder des sujets sérieux. Oui, mais tout à fait. Oui, Mais oui, il est je pas suis, humoriste, je suis hein. ravi de t'entendre dire ça. Effectivement, ce sont des outils, tout ça. L'humour est un outil au service d'un discours et d'un contenu. Et ça, oui, c'est très important. Et ce côté un petit peu que tu abordes, phonétique, musical, énergétique, du mot, est très, très, très important parce que c'est une sorte de fluide qui entre directement chez les gens, indépendamment de leur volonté, et qui chemine et qui leur apporte quelque chose, ou qui leur apporte rien, mais on espère qu'il leur apporte en tout cas quelque chose de constructif en tout cas. Lorsque C'est beau. je sais pas si tu as lu Le Voyage au bout de la nuit de la nuit de Céline, mais lorsqu'il est aux États-Unis, à un moment il est dans un dortoir, donc il n'arrive pas à dormir, il sort et il va dans un cinéma. Et donc il décrit en fait la scène qu'il voit, bien sûr avec sa littérature, parce que c'était le plus grand auteur du XXe siècle. Et en Selon fait, toi oui, Selon mais toi, ouais. selon beaucoup en fait. Et D'après et la donc- police. Et donc il explique en fait à quel point il faut se dépêcher de s'en gaver de rêves en fait par procuration à travers le film qu'il voit et le bonheur des gens qui sont justement dans ce film, hein, au début du XXe siècle, donc c'était peut-être même en muet, je sais pas, pour se faire le plein d'énergie et mieux affronter la difficulté de la vie dehors. Enfin, moi, je l'explique avec mes mots, mais avec ces mots, bien sûr, c'est beaucoup plus, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus génial, en fait. Et voilà, c'est à peu près la même chose. Et ça, J'ai plus de voix, moi. ça me parle beaucoup parce que j'ai vu sur le site de la radio, vous mettez en évidence la culture comme une forme de résistance. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à rencontrer la difficulté du monde de l'entreprise, et tu disais le quotidien qui est très difficile, Ouais. et ben le fait de voir des films, moi notamment Cédric Clapiche,
avec tout la joie. À la fois il y a de l'action, à la fois il y a des gens qui osent porter leurs émotions, pêche, ouais. et en plus qui réfléchissent. Il y a des réflexions sur sa vie pour pas juste être ballotté par ses émotions, mais essayer de prendre de la distance. Et ben en fait, quand j'ai vu ces films-là, et ben ça m'a fait penser exactement à ce que tu dis. Le fait, ça m'a permis de penser à une autre réalité, qui n'était pas la réalité triste avec la morale qui partait dans l'entreprise, les corps qui dégoulinaient, etc. Là, il y avait encore des personnages qui nous donnaient envie de nous bouger, parce que on a envie de se bouger pour aller séduire la rousse qui est trop jolie. Oui, on se donne un but en fait. Exactement. L'envie d'aller au travail. Oui. Exactement. Non, c'est super intéressant. Ouais. Et c'est exactement ça. On se donne un but, et du coup, moi, c'est ces films-là, j'ai adoré. Au début, j'étais plus spectateur de l'art, et donc du coup, ça m'a permis d'avoir un but, parce que je me suis dit, mais c'est cette camaraderie que je vois là, ces femmes que j'adore dans ces films-là, ces réflexions qui me font rêver. Et bah, ça m'a donné de l'énergie. Et ensuite, moi, la grande révélation, ça a été Samuel Benchetri avec les Chroniques de l'asphalte, les romans sur sa banlieue. Et il y avait tellement de tendresse, de liens sur l'amitié dans ces romans-là, que je me suis dit, en fait, je peux parler de ma vie sans que ça fasse Mireille Dumas. Moi, j'avais toujours peur au lieu de dire, voilà, c'était triste, mon enfance et tout, sans la biographie classique. Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, j'ai compris qu'on pouvait aller en profondeur dans son âme et d'aller chercher uniquement les pépites. Pépites, et aussi, ce qui était important, c'était les sujets qui avaient de l'importance pour tout le monde. Par exemple, si on parle de l'amitié, ça parle à tout le monde. Si on parle de l'amour, ça parle à tout le monde. C'est les émotions, tout ça, en fait. Exactement. C'est un rapport avec l'émotion, toujours. Tu dis une chose très importante, là. Je me suis rendu compte que vraiment ce qui véhicule, ce qui est constructif, on est tous pareils. On passe tous par les mêmes étapes. On fait tous face aux mêmes difficultés, en fait, dans la vie. Mais pas au même moment. Et c'est là l'ambiguïté. Donc on a toujours l'impression d'être un petit peu différent des autres. On a l'impression que les autres traversent de meilleures périodes peut-être que nous on a du mal, etc. Non, on vit tous les mêmes choses. Et je pense que effectivement une belle œuvre d'art, entre guillemets, c'est quelque chose qui sort de son vécu. Ça peut pas être autrement. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, j'entends souvent dire, ouais, j'écris tel truc pour faire rire. C'est une aberration. On n'écrit pas pour faire rire. On écrit parce qu'on a quelque chose très fort en soi qu'on a besoin de partager, parce que ça nous paraît important de le partager avec les autres, ça nous paraît même essentiel. Et je crois que ce que tu dis là, ça rejoint ces pépites là dont tu parles, pour reprendre ton terme. C'est effectivement ce qui bout en nous, et c'est aussi la difficulté de notre travail, c'est de retrouver ça et d'essayer de le véhiculer de la manière la plus simple possible. Ouais, c'est que je suis totalement d'accord, Patrick, c'est qu'on sent qu'en nous on est immense en fait. Et au quotidien, ce qu'on ressort juste, c'est juste des petits mots, des familiarités, des petits compliments, des discussions de société. Alors qu'en fait, au fond de nous, on sent qu'on est un continent, qu'on est vraiment des choses. Et en deux mots, s'il y a un continent, pas un continent, comme toi sur scène. Et du coup, je sens qu'on est vraiment immense. Et le fait de pouvoir prendre le temps c'est ce que disait Patrick Modiano en fait dans son discours de prix Nobel. Il disait, moi j'ai écrit parce qu'en fait, quand je commençais à parler, les adultes me coupaient la parole ou je pouvais pas déployer ma pensée jusqu'au bout. Et le fait d'écrire, c'est toute cette immensité qu'on sent en nous, et ben on peut la déployer sur des pages et des pages et des pages. La frustration. Ouais. Ah, exactement. Et du coup, être aimé, comme disait Patrick, c'est être aimé finalement pour des choses, la réalité de nous. C'est que nous, on sent qu'on a beaucoup de richesses, mais qu'au quotidien, on se dit les gens ne peuvent pas percevoir cette richesse et nous aimer pour qui on est. Mais ta chance à toi, c'est d'avoir eu le talent de pouvoir l'exprimer, parce que tout le monde ne sait pas écrire, n'a pas une certaine plume. Juste une chose pour la réalité des autres aussi, hein. C'est-à-dire que nous et les autres, c'est pareil. En fait. Oui, exactement. C'est ce que disais moi. C'est le début de Fauve qui peut. En fait, je cite une phrase de Camus que j'adore du discours de Suède. C'est l'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Donc voilà, pour moi, c'est exactement ça. Et comme tu disais, ouais, moi j'ai eu la chance d'avoir l'écrit, mais après on parle, il y a la danse aussi. Soit tu danses, etc. On a tous un moyen. D'expression voilà. Et de réaliser notre mission de vie, si on croit à ces termes-là, ou des choses comme ça. Ouais. Et ça, c'est en fonction de notre sensibilité. Sensibilité danseuse, sensibilité écriture. Voilà. Ou combat de vie par rapport à des valeurs qui nous sont chères, comme on a vu. Tout à fait. Alors Ayad, tu es ici pour présenter 2 recueils. Oui. L'un qui s'appelle Fauve qui peut. Ouais. Et l'autre qui s'appelle Rêve parti. Ouais, donc les rêves qui sont partis. Exactement, et le jeu de mots du coup avec les rêves partis sonores, parce qu'en fait c'est un jeune qui a 25 ans, il décide, comme il trouve pas de sens la journée au travail, il va se dire la nuit je vais essayer de trouver quelqu'un, une amoureuse, pour du coup donner à la nuit une signification,
Comme ça, les soirs, je vais remplir mes matins et mes soirs au moins de belles choses avec une femme. Et du coup, il va sillonner les boîtes de nuit. Au début, il se rend compte, il rencontre une faune, il se dit oh là là, c'est quoi cette histoire, etc. Mais à chaque fois, ce qui est dingue avec l'amour, c'est comme avec une entreprise. Par exemple, on peut rejeter 1000 CV. Si une fois on est pris par une entreprise, on s'en fout des 1000 CV qu'on nous a refusés. Pareil avec l'amour. Si on a reçu 1000 râteaux, mais que tout d'un coup il y a une meuf de ouf qui nous dit oui, et ben on oublie les 1000 râteaux. Et donc lui, à chaque fois, au début, il se dit, il y va, ça marche pas. Mais à la fin, il se dit que c'est pourquoi j'y vais. Mais il se dit, mais en fait, il en suffit que d'une pour que ça le fasse. Et du coup, les soirs, il continue. Persévérance. Exactement. La persévérance, pour moi, c'est quelque chose, c'est une des valeurs clés dans l'opiniâtreté, dans la vie. C'est quelque chose de clé. Donc ça, c'est vraiment rêve parti. Donc le but, après, on va voir, il y a une progression. Au début, donc l'auteur cherche le personnage, l'amour un peu à l'extérieur. Et après, on va voir que ça va changer via une rencontre. Et Fauve qui peut, c'est vraiment le roman du gars qui a 25 ans et qui, sur des thèmes, partage avec les gens son incompréhension. Genre, il se rend compte qu'il arrive sur le marché du travail, en entreprise, il voit les gens qui vont se parler avec jovialité devant et qui par derrière vont dire lui c'est vraiment qu'un con et tout. Lui il se dit ça mais c'est pas, enfin lui il comprend pas. Ça arrive souvent. Exactement, et en fait beaucoup acceptent après, mais lui il veut pas accepter. Lui il veut pas accepter, il parle de sa volonté d'être toujours dans cette envie, cet élan d'enfance en fait, cette gourmandise de vie. Et du coup il parle de ça, il parle aussi de cette injustice qui est bizarre en fait parce que dans la vie, on a des injustices, mais tant qu'on arrive à progresser dans sa vie, on peut se dire c'est pas grave. On prend ça comme un fait extérieur. Par exemple, il peut y avoir des injustices, mais si on sent que notre vie progresse, et ben ça va. Et par exemple, après, quand il y a des injustices qui nous touchent au plus profond de nous, parce que ça touche les humains, comme c'est le cas avec vous, avec la carte santé vitale, et ben c'est quelque chose où on se dit on peut plus ne pas voir en fait. On est obligé d'aller de se confronter. Et ça, là il y a une autre phrase de Camus dessus que moi j'adore. Alors ton meilleur auteur du XXe siècle. Voilà, c'est pour ça, tu as compris. Mais j'ai lu Camus aussi, j'ai bien aimé. Mais bah après c'est des sensibilités différentes. Un peu plus Céline, ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a tous des richesses. Mais je peux te parler de Camus, il est très intéressant. Et comme t'as aimé beaucoup Céline, et bah tu vas pouvoir m'en parler avec tellement de passion que du coup tu vas me donner envie de le lire en fait. Exactement, ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est génial, c'est échange. Exactement, la richesse. Donc vraiment Fauve qui peut, c'est tout ce qu'on a. Je pense des choses qu'on ressent, il y a une complexité. En fait, c'est le but, c'est qu'il y a dans la vie, on a une complexité qu'on a du mal à saisir. Et moi, mon but, c'est d'arriver à sans la simplifier, à permettre aux gens de dire là, cette complexité, c'est parce qu'il y a ça. Et du coup, après, ils disent ah oui, je comprends mieux pourquoi j'ai des doutes. Par exemple, si on parle des engagements qu'on a adulte, on a plein d'engagements qui arrivent. On se marie. On fait des enfants, on achète des maisons et tout, donc on a beaucoup moins de liberté et beaucoup moins de temps pour réfléchir. Et du coup, l'art est une forme de résistance, parce que comme on n'a que quelques heures de divertissement par soir ou par matin, et bah du coup, si à travers une œuvre d'art, on arrive à passer un message qui va totalement déstabiliser les gens, on va ouvrir une fenêtre d'un coup, et là c'est une énorme forme de résistance. Moi je pense à Abdel Malik, qui dans un album il avait cité Wittgenstein qui disait « Contentez-vous de vous améliorer ». C'est tout ce que vous pouvez faire pour améliorer le monde. Et moi, cette phrase, je l'ai pris de plein fouet. C'était sur un album de rap. Et ça m'a suivi. Après, il a fait un peu de slam aussi, je crois. Ouais. Exactement. Il a repris l'orchestre de Jacques Brel. Oui, le pianiste qui est mort il y a peu de temps. Le mari de... Exactement. Joannès, c'est ça. Ayad, faut que tu fasses de la politique. On te sent vachement motivé, mais c'est bien, ça fait du bien. Tu sais, juste t'entendre parler, moi, ça me redonne la pêche. J'avais pas trop le moral ce matin et puis là, il y a un côté thérapeutique, n'est-ce pas, docteur? Tout à fait. Il n'y a pas d'effet secondaire, donc il y a que du bon. Donc non, c'est super, bravo. Et Ayad, on peut savoir ce que tu fais dans la vie malgré ton jeune âge? Merci beaucoup. On peut savoir ce que tu fais dans la vie alors? Alors j'ai fait pendant, on va faire le lien, parce qu'il y a pendant 10 ans j'ai fait du contrôle de gestion. Donc hyper funky, on sent le rêve d'enfance là. À 5 ans, le mec il va se dire je vais faire ça. Et par rapport à, tu dis ça m'a redonné la pêche, etc. Maintenant là je finis une formation de coach en fait. Ah ouais, coach de vie. Exactement. Parce que c'est tellement bon qu'en fait c'est lié. Je me suis orienté vers le coaching quand j'ai parlé de ces ouvrages à des gens qui étaient coachs justement, qui m'ont dit mais en fait cet accompagnement introspectif que tu fais,
t'amènes les gens. En fait, ton héros, en se posant des questions, il pousse les gens à se poser eux-mêmes des questions sur leur vie. Mais tu sais que tout à l'heure, quand tu parlais de ton livre, c'est ce à quoi je pensais, moi. Je pensais à coach de vie. Ah. On ressent le discours, vraiment, le fait de... Parce que s'il faut théoriser le truc, l'enfance, cette naïveté de l'enfance, on est un petit peu côté Jean-Jacques Rousseau, l'homme est fondamentalement bon, mais justement, en devenant adulte, il est perverti par la société parce on est obligé de rentrer dans les normes, et puis ça fait qu'on est obligé de... Déjà, on n'a plus de rêve, beaucoup de moins en étant adulte, et on s'acculture, en fait, on n'a plus la même nature, malgré nous. Et puis faire de l'art ou arriver à résister, ou c'est un certain échappatoire, fait qu'on fait de la résistance. Exactement. Ouais, c'est vrai que l'importance de l'environnement. Et Patrick, excuse-moi. Et Jean-François, c'est pour ça que l'environnement est très important, parce que comme tu le dis, il joue sur notre développement de notre personnalité. Et là, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé. On parlait aussi du fait qu'il y a une dégradation progressive du système de santé. Et en fait, il y a un livre que moi j'ai beaucoup aimé, d'Olivier Clerc, qui s'appelle La grenouille qui ne savait pas encore qu'elle était cuite. Pour dire, parce qu'en fait, il parle de cette métaphore comme quoi, en fait, si tu plonges directement une grenouille dans l'eau bouillante, directement, elle va s'extirper de la casserole. Tu pourras jamais la faire cuire. Ouais. Alors qu'en fait, si tu la mets directement dans l'eau froide et que tu cuis progressivement l'eau, au début, elle va se dire, tiens, il fait un peu chaud, tiens, et à la fin, il va faire tellement chaud, elle va être tellement ramollie, elle va se dire, il fait trop chaud, mais elle pourra pas sortir. C'est comme l'être humain qui est dompté par la société, en fait. Exactement, et qui a une dégradation à chaque fois infinitésimale de la qualité. Parce que justement, ceux qui sont derrière tout ça, je veux pas commencer à faire des théories du complot ou quoi que ce soit, mais ont justement cette manière de manipuler la conscience humaine, entre autres à travers les médias. Pas à l'YFM, Ouais, après, je reconnais, moi, je suis pas du tout théorie du complot, parce qu'en fait, moi, dans les entreprises, j'ai vu aussi que des humains à mon échelle qui étaient pas généreux. Donc, je me dis, avant de demander de la générosité. C'est la nature humaine qui est comme ça. Elle est ambivalente. On n'a pas tous la même nature. C'est ambivalent, c'est complexe. Mais du coup, moi, avant de demander des comptes, aux gens en haut, moi, je préfère que les gens, déjà nous, on essaye d'être les meilleures versions de nous-mêmes. Ouais. Pour pouvoir déjà quand on devient la meilleure version de nous-mêmes, on est beaucoup plus crédible quand on va demander à l'État de rendre des comptes, pardon. Et du coup, moi mes livres c'est ça, c'est comme le coaching, c'est d'aider les gens à s'améliorer pour que du coup on soit beaucoup plus on puisse pas reprocher des choses aux gens et que eux ils pourraient nous reprocher exactement la même chose, parce que la manque de générosité qu'on reproche à beaucoup de personnes, qui est 100% cohérent dans sa vie, c'est pas évident, il y a plein de petites interstices où faut fouiller. Ouais. Mais donc voilà. Ouais. Alors Ayad, tu as un site internet qui s'appelle www.ayad.fr. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce site internet? Alors sur ce site, on trouve des petites, à la fois le lien justement pour les livres. Il y a une rubrique livres où il y a le lien pour les acheter, donc justement. Et il y a des petits slams, des petits poèmes slams, parce que du coup je fais des romans mais aussi de la poésie. Et ça, la personne qui m'a vraiment invité à faire ça, c'est Charles Bukowski, qui est un auteur que j'adore. Et du coup, je sais pas si vous voulez que je vous en lise un. Alors, on aimerait bien, que tu nous lises ce que tu as créé à ta convenance, soit de la prose. Qu'est-ce que c'est? C'est de la poésie. C'est de la poésie, c'est très court. C'est de la poésie, mais avec plaisir. On est là pour ça. Et donc, ça s'appelle Les tatouages sous la peau. Donc, c'est rupture, déception, paillasson pour leurs pieds. Il a ses tatouages sous la peau. Envie, élan, candeur, mais leur frustration et leur visage fermé. Il a ses tatouages sous la peau. Enfant, souriant, optimiste, mais le consumérisme, l'individualisme, l'absence de compréhension. Il a ses tatouages sous la peau. Sa peau est blanche, semblable à celle de ses premiers jours, intacte comme le reflet de l'authenticité de son âme. Mais en dessous, il y a tout ce que la vie, les expériences ont marqué et qui ne s'efface pas. Vous le verriez, vous le prendriez pour un homme niais, tendre. Il n'exhibe pas les rencontres incendies, les déceptions qui découpent, les phrases et les visages qui restructurent. Il tait tout ce qui fait crier. Il garde ce qu'on exhibe pour recevoir de l'empathie. Lui, il a ses tatouages sous la peau. Bravo. Merci Ayad. Ça fait slam un peu. Poésie, slam, ouais. Donc voilà, c'est un exemple. Et justement, alors le slam, ça t'intéresse pas? Parce que on a reçu il y a 3 semaines les organisateurs de la Coupe du Monde de Slam qui a lieu chaque année. Et t'as plein d'endroits à Paris où tu peux, il y a des scènes ouvertes, quoi. C'est une très bonne question. C'est parmi les choses qui m'intéressent, il y a le slam, il y a aussi le one man show. Pour toucher directement, en plus avec la voix, c'est exactement ce que Patrick disait. Il disait le sens, le rythme des mots qui peuvent pénétrer directement dans un corps et un cœur. Et en fait, le fait d'avoir la voix et pas que les cris,
permettrait aussi d'avoir un support supplémentaire pour toucher les gens. Et en plus, les gens, en fait, souvent, je sais pas, le livre, j'ai l'impression qu'il tombe un peu en désuétude parfois, et que c'est plus facile de réserver un moment de sortie à 2 ou à 3 dans un théâtre pour voir un spectacle, plutôt que peut-être d'acheter un livre, de se retrouver dans la solitude. C'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être une croyance. Le livre, c'est abstrait, et en effet, surtout comment toi tu parles, t'as quand même un flow, hein. Écoute, on va y penser. C'est différent, je pense que le livre, laisse aussi une liberté que laisse moins un spectacle ou un film de cinéma, qui impose en fait déjà des points de vue d'une autre, qui propose en tout cas des points de vue, alors que le livre nous laisse complètement libres et avec nous-mêmes. Donc c'est une autre démarche à mon avis. Il y a pas vraiment de relation. Voilà. Et est-ce que tu pourrais jouer ton personnage de Fauve qui peut? Alors, je pourrais reprendre en fait les thématiques en fait. Comme en plus je trouve des blagues, et ben c'est des blagues. En plus, en fait, j'ai une écriture en plus qui est très one man show justement. Parce que c'est écrit à la première personne. C'est écrit à la première personne. Mais c'est pas toi. Mais c'est pas moi à 100%. Mais c'est écrit à la première personne, et en plus il y a moi j'ai commencé à écrire en faisant une série qui est dans les cartons sur la mythologie grecque, comme Kaamelott en fait, mais version mythologie grecque. Et du coup, je sais que il fallait vraiment faire à chaque fois du condensé, il fallait que chaque phrase ça soit de la narration, soit une vanne. Et du coup, même dans mes livres c'est du concentré, c'est que de l'idée ou que de la vanne. Et du coup, je peux reprendre plein de tu peux faire un one man show. Ouais, exactement. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. À un moment donné. C'est des punchlines. Ouais, exactement. Il y a plein de punchlines. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu peur de l'extérieur. Comme l'entreprise, c'était un monde qui était pas du tout pour moi. Et ben en fait, le soir, je préférais me retrouver dans la solitude de l'écriture et dans le calme de la solitude. Et là, je sens que j'ai bien trouvé mon truc, et que le coaching, je sens que c'est vraiment un métier où je vais. C'est du partage. C'est du partage, et du coup ça va pas m'épuiser, tu sais. Ouais. Je sens que quand on partage là, au contraire, ça va me. Justement, tu parles de mythologie grecque. Dans le logos grec, il y a un concept. Je suis pas très sûr, mais il me semble que ça s'appelle skolé. C'est le fait en fait lorsque tu pratiques une activité, entre autres le travail. Si tu aimes ce que tu fais, c'est plus un travail, c'est un loisir. Tu pars plus la boule au ventre. Ouais. Et ça, c'est tout simplement, après c'est une définition subjective, mais pour moi c'est le bonheur en fait. Alors là, il y a mes profs de mon école de coaching qui vont pas être contents, parce qu'on a appris justement un concept par rapport à ça et la fatigue. Et je me rappelle, il y a 3 critères en fait pour pas être fatigué. Je me rappelle de 2. C'est du coup ouais, c'est foutu. Vous avez pas la moyenne, vous êtes pas pris, monsieur. Il y a du coup, il y a la vocation, comme tu disais, la passion. Et l'autre point, c'est le côté la concentration aussi. Parce que si t'as un truc, t'es passionné, mais que tu t'éparpilles. C'est genre par exemple tu dis je vais faire des spectacles, mais je me lance dans ce spectacle là, en même temps je vais essayer de faire la carte dévitalisée, etc. Parfois tu peux être passionné mais te noyer, t'éparpiller, donc parfois faut être aussi focus. Ouais, non, mais ça, même dans la vente, c'est pareil. Quelqu'un qui est trop passionné par son produit, il le vendra pas bien, parce qu'il le verra il faut arriver à avoir un détachement et le vendre. Mais en fait, moi, je parlais juste de la notion de plaisir. Ouais. Le fait d'aller au travail, mais pas avec la boule au ventre. Ah, je suis totalement d'accord. Ouais. Alors Aya, tu as parlé d'école de coaching. Tu peux nous parler de ce que c'est une école de coaching? C'est super parce qu'elle est juste à côté. Oui. C'était à l'espace Saint-Antoine. C'est coaching. Moi, j'ai fait Coaching Ways à l'espace Saint-Antoine. Donc c'est des écoles privées. C'est des écoles privées en fait. Tu payes. Exactement. Tu te donnes. C'est une formation qui est reconnue ou pas? Comment ça se passe? C'est une très bonne question, parce que le coaching aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de. Tout le monde peut être coach en fait. C'est pas comme le médecin. Il y en a de plus en plus, je trouve. C'est de plus en plus tendancieux. Ouais. Alors c'est des formations. Donc c'est une formation en fait pour à la fin obtenir. Là notamment, elle est accréditée ICF, qui est en gros le syndicat, enfin une forme de groupement, d'association exactement, qui permet de valider une certaine qualité. Et du coup, comment ça marche, c'est qu'on il y a différents modules qui permettent surtout à la fois d'apprendre des outils pour bien accompagner une personne, et en même temps de faire aussi de l'introspection en soi, toujours plus, parce que plus en fait on accepte toutes les parties de soi, et plus la personne elle se sent totalement libre de parler à l'autre, elle ressent cette liberté en fait, et cette ouverture. Et la liberté et l'ouverture, c'est la chose la plus importante. Parce que si je peux juste te parler d'un petit outil en coaching, c'est la fenêtre de Johari, qui dit en fait que nous, on n'exprime pas totalement qui on est aux autres,
et les autres nous expriment pas totalement leur perception de nous-mêmes. C'est-à-dire que par exemple, c'est l'image du bout de salade. Quand quelqu'un a un bout de salade, on se dit putain merde, je lui dis ou pas et tout. Et du coup, parfois on a des jugements sur la personne, mais on lui dit pas tout. On lui dit pas toi tu parles un peu trop comme là. Pourtant, ça serait lui rendre service. Par contre, ça serait me rendre service. Ouais. Et du coup, et en plus, en fait, le fait de cacher des choses aux autres et à nous-mêmes, et ben en fait, ça crée du stress. Ça crée beaucoup de stress. Et quand tu trouves quelqu'un qui est libre en face, à qui tu peux tout dire, tout parler, tu commences tout d'un coup, t'as plus, le stress se réduit maximum, et du coup tu peux envisager ton problème d'une façon beaucoup plus libre et beaucoup plus vraie avec toi-même en fait. Donc voilà. Donc ça c'est un exemple de technique exactement. de coaching. D'accord. Oui. Je peux poser une question. À Jean-François, j'aimerais bien savoir une chose dont on ne parle pas tellement souvent, parce que tu as eu un regard tout à l'heure vers Jean-François quand tu parlais du coaching. Et c'est vrai que la relation entre un médecin et son patient est primordiale, la relation humaine, j'entends. Est-ce que tu en es conscient, Jean-François, d'un côté, et dans quelle mesure tu penses que la qualité de cette relation et la générosité dont tu peux faire preuve humainement face à ton patient peut guérir? Non seulement, ce que tu dis est tout à fait vrai et était également prouvé. Donc il y a des études qui ont montré. On a fait des études justement avec des médicaments, parce que quand on fait des études pour les médicaments, de toute façon, il est reconnu qu'il y a un effet placebo. Donc rien que l'effet placebo, c'est-à-dire que la conviction du médecin, le contact du médecin, ça améliore donc les maladies dans au moins 20% des cas. Et on a même montré que un médecin qui faisait le même discours mais qui ne croyait pas à ce qu'il disait, ça marchait pas. Et il y a l'effet aussi nocebo, c'est-à-dire l'effet inverse, c'est-à-dire que si le médecin dit au patient, oh là, attention, ça risque de vous donner ci et ça, ça risque également d'augmenter les effets secondaires. Donc ça, c'est vrai que c'est très important. Ce qui est très important aussi, c'est la relation de confiance qui doit s'établir donc entre le patient et le médecin. Parce que si le patient n'a pas confiance en son médecin, ça peut pas marcher parce que le médecin il se sentira pas très à l'aise. Et à l'inverse, si le patient ne croit pas ce que dit le médecin, c'est l'histoire de l'effet placebo ou de l'effet nocebo. Donc c'est vrai qu'en médecine, la relation humaine est extrêmement importante et c'est pour ça qu'on s'oppose tout à fait au fait à l'installation d'un système de réseau où là on pourrait plus choisir son soignant. Donc ça c'est vraiment fondamental, c'est quelque chose en plus qui ne coûte rien et qui n'a pas fait d'effet néfaste. Donc c'est quelque chose qu'il faut au contraire privilégier. Merci docteur Jean-François Damour. Ayad, ça dure combien de temps une formation pour être coach? Une formation pour être coach, ça dure 6 mois. Et donc du coup 6 mois à raison de 3 jours. La formule c'était 3 jours théoriques par mois. Et le reste du temps c'est organiser des moments de pratique avec les autres participants en fait. Et du coup c'est très intéressant parce qu'à la fois on pratique et à la fois on fait sa propre thérapie. Et à la fois on fait sa thérapie et notamment les livres que je sors moi en auto-édition, c'est la résultante de ces séances de coaching où en discutant avec mes pairs, ils m'ont permis de bloquer les différents obstacles que je voyais à sortir ces livres-là. Et donc j'ai tout fait grâce à eux notamment, donc je les remercie beaucoup. Ouais. Donc ça veut dire que ces livres-là, alors on rappelle les titres Fauve qui peut et Rêve parti, les rêves enfuis. Ouais. Ils sont disponibles où peut-on les trouver? Alors du coup ils sont disponibles sur thebookedition.com. Donc en tapant après dans une barre de recherche Ayad, A-I-A-D, il y a tous les livres que j'ai écrits et on peut sinon les acheter en fait on peut retrouver ce lien là en allant sur ayad.fr, donc aiad.fr, et après on clique sur la rubrique livres et ça nous ramène sur le site de thebookedition.com. Donc voilà. D'accord. Dans Rêve Party, quand tu parles du Memphis, c'est le Memphis à Paris? Non, c'est pas ça. Non, en fait c'est un Memphis imaginaire en fait parce que ça ressemblait hein. C'est-à-dire ça ressemblait. En fait tous les Memphis se ressemblent parce que 50 ans, 60 ans sur la piste. Musique un peu des années 80, ça me faisait penser au Memphis qui est sur les grands boulevards là. En fait pour te dire tous les Memphis se ressemblent parce que j'ai surtout utilisé le mot Memphis parce que comme j'en parle après dans le livre, mais en fait mon oncle et ma tante se sont vraiment rencontrés dans le Memphis mais de Soulac. Alors après de Bordeaux. Memphis à Soulac. Et un Memphis à Soulac et donc du coup ça m'a fait rigoler parce que en écrivant parfois je me dis le personnage mais pourquoi il continue à y aller, et après il y a un moment donné il y a une fête de famille et l'oncle lui dit mais attends mais c'est pas con de rechercher dans les boîtes de nuit, moi avec ta tante on s'est rencontrés au Memphis de Soulac. Et là je me dis waouh,
Après, je pourrais te parler de Welbeck dans l'extension du domaine de la lutte. Bon, c'est pas, il se fait défoncer en boîte le héros. Enfin, il reste seul, je veux dire. Il reste seul. C'est un contre-exemple. Oui, bien sûr, mais c'est assez improbable de voir dans sa famille son oncle et sa tante on apprend tout d'un coup que. Donc toi aussi, tu vas en boîte. J'y allais. Donc du coup, même oncle, même fils. Et voilà, magnifique. Vite fait. Magnifique. Ton but là, avec donc ces romans, c'est le partage. Ces romans, ces recueils, Fauve qui peut et Rêve parti, c'est le partage. C'est te développer aussi personnellement. C'est un peu les deux aspects. Il y a eu un résumé. Ouais, exactement. T'exprimer et. C'est exactement ce que disait Patrick, qui disait se relier aux spectateurs et aider après les spectateurs à se relier entre eux par la suite, à discuter, à échanger entre eux. Et moi, c'est exactement ça, c'est le fait de me livrer émotionnellement à travers des livres, à travers des personnages dans des livres. Et des gens qui peuvent avoir du mal à s'exprimer ou à être dans la retenue, ils peuvent dire ce texte m'a beaucoup plu. Et du coup, les gens vont se dire waouh, ça veut dire que finalement, il a une sensibilité. Et du coup, une personne peut évoquer sa sensibilité sans rien évoquer de personnel. En disant juste j'ai été touché par ce livre-là, et d'autres diront waouh, donc ça veut dire qu'il a quand même une nature hypersensible. Mais merci Hayat pour ton énergie.